Et puis pour ce qui est du nombre d'emplois, j'estime que c'est sensiblement la même chose là, sur 100 parce qu'environ la moitié était prêt à m'embaucher, c'était positif. Mais pas plus par contre. Il n'y en avait pas plus qui étaient prêts à m'embaucher en français qu'en anglais. Je pense que dans ce cas-ci, ça parle. Et puis pour le nombre d'emplois, 18-22, ça m'apparaît assez semblable. C'est ça, évidemment, sensiblement les mêmes quartiers. Il y a juste le Vieux-Montréal qui a été ajouté la deuxième fois. Avec le nombre de refus qui a été plus important, l'expérience aussi comme francophone unilingue a été pas mal moins agréable parce que 20 refus, il y en a 7 là-dessus qui étaient en entrevue. J'avais jamais fait une entrevue comme anglophone unilingue et où j'avais pas obtenu l'emploi à la fin de l'entrevue. Donc, la première fois que ça m'est arrivé comme francophone, je pense que ça a été là la surprise parce que sinon, c'était sensiblement pareil. Mais quand je me suis retrouvée à la fin de l'entrevue à me faire dire, ben, ton CV est bon, t'as tout ce qu'il faut, sympathique, tout ça. Mais je suis désolée, il me faut absolument un anglophone. C'est comme ça. Puis c'était au centre-ville. J'étais pas dans l'ouest de l'île du tout. On a commencé encore une fois par le centre-ville. Donc, cette expérience-là, en me mettant, si on veut, dans les souliers, dans la peau de quelqu'un qui cherche vraiment un emploi qui est unilingue, c'était pas mal moins agréable là, comme francophone que comme anglophone. Et il y a aussi ce que bon, ça soulève pour moi, c'est que le bilinguisme était vraiment un critère d'embauche. C'est dans leur liste d'épicerie de ce qu'ils cherchaient dans les candidats, c'était évident que le bilinguisme était là, faisait partie de ce qui exigeait systématiquement en fait pour les employeurs qui m'ont refusé. Il y a, c'est ça, en plus des 20, je ferais à peu près entre 7 et 10 les endroits où j'étais à peu près certaine en sortant que j'aurais pas l'emploi, que je serais pas rappelée et que c'était en raison de la langue. On m'a dit toutes sortes de choses. Ah ben, vous savez, on peut pas l'exiger, il y a la charte et tout ça. Là, j'ai entendu beaucoup parler de la charte. Quand je l'ai fait comme francophone unilingue, on l'a soulevé beaucoup parce que, ben, parlez-vous anglais? Non, est-ce que c'est un problème? Parce que leur face changeait. Tout d'un coup, ils étaient beaucoup moins enthousiasmés par ma candidature. Et puis, ça reste subjectif, mais ensuite, ils me disaient non, non, c'est correct, on peut pas l'exiger. De toute façon, on est au Québec, il y a la charte, tout ça. Évidemment, j'avais pas d'appel par la suite et il me semble que c'est 7 ou 10 là, en plus des 20 où j'ai eu clairement cette impression-là. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont probablement pas dit, là, mais il y a ceux-là où ça semblait poser quand même un problème substantiel. Par rapport au nombre d'emplois, sur les. Je pense que c'est 8 endroits où je suis allée appliquer sur la rive sud et j'ai eu des emplois partout. Donc, il y a une bonne portion des emplois obtenus là, sur les 18 qui étaient sur la rive sud. Ça augmente, si on veut, le nombre d'emplois que j'ai obtenus parce que sinon, ça aurait été quand même beaucoup plus faible. C'est sûr que c'est pas un grand nombre de commerces, mais pour moi, c'est quand même représentatif d'avoir eu qu'il y a un si grand pourcentage en fait des 18 emplois qui se soient trouvés sur la rive sud et non sur l'île de Montréal. Un point positif, peut-être, c'est que sur les 18, il y a 5 endroits qui m'offraient tout de suite un poste de responsabilité. Donc, assistante, gérante ou troisième clé, ce que j'avais pas noté la première fois. Donc, en fait, c'est ça. Il semble qu'en me promenant comme francophone, c'est sûr qu'il y en avait plusieurs sur la rive sud, mais pas exclusivement. Entre autres, un endroit dans l'ouest de l'île qui m'offrait un poste d'assistante gérante en commençant alors que je parlais pas un mot d'anglais. Là. C'est quand même assez étonnant. Pour ce qui est de l'accueil, c'est environ un endroit sur 3 où j'étais accueillie en anglais. 36 sur 101, je l'ai défini, moi, être accueillie en anglais comme étant la première, la langue avec laquelle on s'adressait à moi en premier, avant ou après que j'ai dit bonjour en français. Là. Donc, la langue que je recevais en premier, j'ai pas noté ensuite si il était capable ou non de changer, mais en général, on pouvait me répondre en français. Il y a seulement 3 endroits que j'ai pas pu compter dans les 101 où j'ai pas pu appliquer simplement parce qu'on me comprenait pas. Il y avait personne dans le commerce qui me comprenait non plus, donc je pouvais pas postuler pour un emploi. Sur les 20 refus, il y a 6 endroits où le refus était en fait parce que le patron
où les employés, la gérante, étaient anglophones, parlaient, ou bien ils parlaient juste anglais, donc ils ne me comprendraient pas, donc ils ne voulaient pas m'embaucher, ou bien c'était la langue dominante dans le lieu de travail et il n'y avait pas envie, si on veut, de s'encombrer de quelqu'un qui ne pourrait pas, en fait, travailler dans la même langue qu'eux. Puis on me le disait directement, là, c'est les 6 endroits, c'est des endroits où on m'a dit que c'était ça la raison. D'autres constats sur la deuxième enquête. Sur les 18, il y a quand même 2 emplois qui étaient dans l'ouest de l'île. J'ai appliqué là à peine une dizaine d'endroits, je pense 7 ou 8. Donc le taux de succès était quand même plus élevé, il me semble, qu'au centre-ville. Ça s'est assez bien passé dans l'ouest de l'île, ce qui est étonnant. Et quand j'ai travaillé, en fait, j'ai travaillé à un endroit pendant 3, il me semble que c'est 3 jours. Ce que j'ai constaté, un peu comme la première fois, c'est que les clients étaient tolérants. Il n'y a pas eu de plainte du tout quand j'étais là. La plupart changeaient de langue aussi, au moins pour me saluer en français à la fin. J'ai aussi eu l'impression, ça devient un peu plus subjectif, j'analyse un peu les résultats que j'ai eus, mais que l'unilinguisme français était plus mal vu que l'unilinguisme en anglais, en fait, ce que j'avais fait la première fois. L'accueil que j'ai reçu à l'endroit où j'ai travaillé de la part des autres employés, la patronne était francophone puis elle y tenait là, à ce que je travaille là, mais les autres employés étaient plus mitigés. En me promenant, quand j'appliquais, le fait que je dise que j'avoue que je parlais pas anglais, on me regardait un peu de haut, si on veut. Là. Ça allait pas de soi que je parle pas anglais et que ce soit normal. On m'a dit, ben voyons, t'as pas eu de cours. Ça allait plutôt de soi que tout le monde, de toute façon, est bilingue. Donc, que moi, je le sois pas, c'était vraiment pas à mon avantage, en tout cas. Oui, c'est ça, le bilinguisme dans les grandes surfaces, c'est ça, j'ai appliqué dans quelques endroits. Il y a l'exemple du Labé qui est marquant parce que j'ai été refusée la première fois comme unilingue anglophone parce que je devais parler français. J'ai été aussi refusée la seconde fois comme unilingue francophone parce que, c'est parce que je devais parler anglais. Cette fois-ci, on m'a finalement, c'est la même supérieure qui m'a pas reconnue, j'ai été chanceuse, mais qui m'a refusé les 2 fois. Donc, parce que la première fois, on s'était dit un peu dans la salle des nouvelles que les grandes entreprises semblent avoir vraiment appris leur leçon. On est loin des madames de chez Eaton et tout ça. Et puis la deuxième fois, j'ai été refusée comme francophone unilingue. Donc, je sais pas si vraiment c'est ça ou c'est plutôt qu'ils veulent des employés bilingues. Puis de toute façon, ils offrent des conditions un peu meilleures. Donc, j'imagine qu'ils réussissent à trouver là, des employés qui sont bilingues. On me l'a dit gentiment. J'ai eu un très très long message qui faisait beaucoup de détours pour me dire que dans le fond, il me refusait pour que je sois plus confortable à servir des clients francophones ailleurs plutôt qu'au centre-ville. En gros, les raisons que les employeurs m'ont données pour me refuser un emploi comme francophone unilingue, c'est surtout le respect de la clientèle anglophone, qu'il y avait une bonne clientèle anglophone et qu'il fallait être capable de les servir dans leur langue. Souvent, en fait, c'était la moitié de ma clientèle est anglophone. Il me faut absolument quelqu'un qui parle anglais. Et ensuite, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, c'était vraiment que la langue de travail à cet endroit-là était l'anglais et que ce serait plus facile pour la communication si la personne était capable de travailler en anglais. Pour ce qui est de l'embauche, presque partout, il y avait un petit moment où on me disait que la langue française était importante, qu'ici on est au Québec, c'est pas une raison de refuser un emploi, que quelqu'un parle pas anglais. On mentionnait la charte. Donc, les gens qui prenaient la décision comme employeur de m'engager comme francophone unilingue faisaient presque je ne vous m'aimerai pas, là, mais un statement politique. Il semblait vouloir vraiment protéger, si on veut, le français. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vais vous laisser me poser des questions si on a le temps. C'est sûr que je le répète, mais c'est pas scientifique, là. C'est 200 commerces à peu près en tout, juste 100 dans chacun des cas, et c'est beaucoup d'observations. C'est sûr que j'ai noté à chaque fois, après quelques heures, en sortant des commerces, en sortant de chacun quand j'allais engager et que j'ai tout compilé ça. Mais ça reste une enquête journalistique.